Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jacques Cardoz. On est avec Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On parle évidemment de l'affaire Le Pen et des assistants parlementaires du FN. Quels enjeux, quelles conséquences politiques du verdict attendues pour tout à l'heure, tout début d'après-midi? Bonjour Adrien Matou. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. On va aborder avec vous à la fois le fond et puis tout ce que cela signifie aussi d'un point de vue politique, parce que vous sortez un numéro spécial. Alors, ce numéro spécial, il sera en principe dans tous les kiosques jeudi matin. Exactement. Gros exercice d'équilibriste là pour la presse. On raconte un peu aux gens comment ça marche à 9h33 sur Sud Radio. Vous attendez le verdict tout à l'heure à 13h30, 14h. Il va y avoir l'énoncé du verdict, c'est-à-dire que vous avez vos journalistes qui vont être dans la salle d'audience, qui vont écouter l'énoncé du verdict. Et à partir de ce moment-là, c'est parti. Il faut imaginer la titraille, la photo. Et vous avez quoi? Vous avez toute l'après-midi pour travailler, c'est ça? Ouais, en espérant, entre guillemets, que les juges soient pas trop longs à se prononcer. Qui se décident Après, vite. je rassure quand même les auditeurs, la substantifique moelle du numéro est déjà prête, puisqu'il s'agit quand même d'un récit jour par jour des événements du procès. Là, ce qui est en jeu cet après-midi, pour vous, c'est juste le titre. C'est un peu la cerise sur le gâteau, entre guillemets. Bon, c'est essentiel quand même essentiel pour un hebdo, parce que c'est ce qui attire l'œil ou pas. Tout à fait. Alors, le contenu, on va y venir, parce que le contenu, lui, il est prêt. Et pour une raison simple, c'est que l'un de vos journalistes a suivi tout le procès de Marine Le Pen et des assistants parlementaires, parce qu'il y a d'autres enjeux également. Il n'y a pas que Marine Le Pen. Racontez-nous. C'est Laurent Valdiguier qui était là depuis le premier jour d'audience donc du procès en première instance et qui a également suivi les débats en appel, et il nous a simplement raconté jour par jour ce qui s'est passé. On avait fait ça pour le procès de Nicolas Sarkozy, parce qu'on estime en réalité que ce sont évidemment pas de simples procès, c'est toute l'histoire de la Ve République qui se joue là-dedans, et c'est quand même important pour les gens de comprendre la petite histoire, entre guillemets, qui est celle des assistants parlementaires du FN, pour saisir un petit peu la grande, qui est le basculement du paysage politique de la Ve. Justement, qu'est-ce que ça raconte, cette affaire des assistants parlementaires là? L'argumentaire des accusés, si je puis dire, a toujours été de dire, il y a rien d'écrit, il y a rien de très précis. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que cet argumentaire-là, il tient la route? Ça, c'est évidemment pas à moi d'en juger, mais en tout cas, ce que le procès raconte, c'est déjà une autre époque. Une époque du Parlement européen où il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas beaucoup de ressources financières et qui, entre guillemets, jouent avec les règles du Parlement européen, parce qu'il faut revenir sur ce en quoi consiste ce procès. C'est-à-dire que ce qui est reproché au FN, c'est d'avoir fait travailler ces assistants parlementaires, non pas pour le compte du Parlement européen, mais pour le parti. C'est aussi ce dont est accusé le MoDem, ce dont est accusé la France Insoumise. Voilà. Donc il y a ça. Avec des sorts judiciaires, on y viendra après, mais avec des sorts judiciaires assez différents. Très différents, mais peut-être aussi, et ça me permet de faire la transition, parce que la défense du FN a été un petit peu malhabile. C'est-à-dire que ils ont, en première instance, juré la main sur le cœur et un peu contre toute évidence, en réalité, qu'il n'y avait aucun problème, qu'ils n'étaient pas conscients, qu'il n'y avait pas de système, alors qu'en fait, les juges avaient des preuves assez accablantes contre Marine Le Pen. C'était quoi ces preuves, justement? Par exemple, vous les diffusez dans Marianne, les diffuse. Je vais en donner juste une. Allez-y. Je vais en donner juste une. C'est un assistant parlementaire du FN qui envoie un mail à un cadre du FN et qui dit ce serait bien quand même que je rencontre la députée pour laquelle je suis censé bosser. Ouais. Donc voilà, ça, ce genre de choses, c'est quand montre qu'il y avait qu'il y a un double rôle en fait, en réalité, pour ces assistants. Exactement. Parce qu'à la fois, ils faisaient des allers-retours avec Bruxelles ou avec Strasbourg, et en même temps, ils avaient aussi une partie de leur travail qui pouvait servir les intérêts du URL. Et une partie, soyons honnêtes, assez importante souvent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'assistants parlementaires qui n'ont en réalité quasiment pas travaillé pour le Parlement européen. Après, la question, c'est de savoir si ça mérite. Oui, après il y a la dimension, si je puis dire, de la peine, on va y venir après, mais c'est intéressant parce que vous nous dites, ça raconte une époque où d'autres partis ont fait la même chose. Je sais pas à l'échelon européen, mais en tous les cas en France, on a l'exemple du MoDem de François Bayrou, qui lui n'a pas été condamné, mais parce que son rôle était différent. Expliquez-nous cela. En réalité, les juges estiment que Marine Le Pen joue un rôle central dans la mise en place de ce système, alors que François Bayrou, si vous voulez, il était au MoDem, le système avait lieu, mais il n'était pas forcément impliqué de manière centrale dans l'organisation de ce système. Et pas député européen à ce moment-là. Pas député européen, c'est la différence. Il était chef de parti, donc ça se passait, mais c'était pas lui qui supervisait ça directement. Donc le malheur, si je puis dire, de Marine Le Pen, c'est de ne pas avoir délégué quelque part la direction des affaires européennes, si je puis dire. C'est-à-dire exactement. Alors après, certains vous diraient que le malheur, c'est d'avoir mis en place ce système aussi. Oui, bien sûr. Mais si on est cynique jusqu'au bout, voilà.
Voilà. Si on est cynique, puisque ici, parlons vrai, si on est cynique jusqu'au bout et qu'on peut prendre sa défense, on se dit, pour y échapper, il aurait fallu effectivement qu'elle n'ait pas, en termes de titre, en tous les cas, la responsabilité. Et d'ailleurs, dans l'épreuve dont je parlais tout à l'heure, il y a un échange où il y a un membre du FN qui dit à un autre, encore une fois par mail, qui dit tout ça, ça peut s'assimiler à des emplois fictifs, et la réponse est terrible parce qu'elle va servir de preuve pour le procès, de l'autre qui est de dire je crois bien que Marine sait tout cela. Donc ça, c'est évidemment accablant dans le cadre d'un procès. C'est accablant parce que ça crée le lien évidemment avec Marine Le Pen. Elle aurait pu dire qu'elle ne savait rien, que c'était ses collaborateurs qui travaillaient pour ça, etc. Alors, vous racontez jour après jour donc ce procès. Il y a ces échanges et ces mails qui montrent que effectivement, ces assistants parlementaires du FN à l'époque travaillent également pour le compte de leurs députés. Mais j'ai envie de dire, vous êtes responsable de la sécurité, vous faites faire une note à votre assistant. Cette note, elle peut servir à la question de la sécurité européenne, mais aussi française, vous voyez. Donc, c'est là aussi où la frontière, elle est quand même difficile. Comment les juges apprécient ça ? La frontière est difficile, mais il faut savoir que les règles sont pas les mêmes selon les parlements, justement. Et en fait, le Parlement européen, c'est l'instance qui a les règles les plus strictes de contrôle, où quand vous êtes assistant parlementaire d'un député européen, vous n'êtes vraiment censé ne faire que ça, et ne pas utiliser vos ressources. D'ailleurs, les ressources sont beaucoup plus importantes au Parlement européen qu'à l'Assemblée. Vous n'êtes pas censé utiliser ce temps-là pour bosser pour le parti, en fait. C'est interdit par les règles. Alors, le FN dit que les règles étaient floues, que c'était pas clair, etc. Bon, en réalité, c'était quand même relativement explicite. Alors, je précise tout de suite qu'on n'est pas forcément dans le cadre d'un emploi fictif. C'est pas l'affaire Fillon, par exemple. Oui. C'est vraiment autre chose. C'est pas un assistant parlementaire qui ne fait rien. C'est un assistant parlementaire qui fait autre chose que ce pourquoi il est payé. Et on rappelle que on est dans une affaire où il n'y a pas d'enrichissement personnel. On parle en réalité d'un mauvais fléchage de l'argent public. Voilà, c'est un peu ça. Alors après, il y a un argument qui consiste à dire que, encore une fois, à l'époque, il y a des assistants parlementaires qui ont exécuté des tâches qui auraient dû être payées sur les données personnelles. Par exemple, chauffeur de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est vraiment normal qu'un assistant parlementaire du Parlement européen soit chauffeur de Jean-Marie Le Pen ? Voilà, on peut considérer qu'il y a eu enrichissement personnel de manière indirecte comme ça, mais c'est vrai c'est pas au cœur de l'affaire. Il n'y a pas d'accumulation de centaines, de milliers ou de millions d'euros de la part de Marine Le Pen et des membres du FN. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans ce numéro, ce hors-série Je sais pas si c'est un hors-série. C'est un hors-série, tout à fait. Il y aura un numéro le même jour. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de Marianne, ils peuvent acheter le numéro et le hors-série le même jour. Double ration normale, je dirais, l'hebdo normal et puis le hors-série sur l'affaire Le Pen. Quels sont les éléments que vous apportez et qui... C'est vrai qu'on les a un peu oubliés parce qu'on est focus finalement sur la question de savoir si elle va pouvoir se présenter sur 2027 et c'est évidemment ce qui intéresse toujours, ce qui intéresse tout le monde et puis parce que c'est aussi inédit, je le disais en préambule tout à l'heure sous la Ve République. Quels sont les autres éléments que vous apportez ? J'ai envie de dire les éléments de contexte qu'il faut avoir en tête. Il y a toute l'atmosphère du procès. Il y a notamment le contraste entre la première instance et l'appel. On peut apprécier le changement de stratégie du FN. Alors certains, au sein du parti, disent qu'il n'y a pas eu justement assez de changement de stratégie pour renverser la décision judiciaire. On verra dans quelques heures. On peut découvrir également Marine Le Pen, qui se livre plus que, évidemment, sur les plateaux télé ou en interview. Parce que là, on est quand même dans la longueur, dans la durée d'un procès, parfois dans l'intimité avec les journalistes. Et puis c'est la force de la presse écrite, c'est que vous apportez des petites phrases, des confidences, c'est du confidence, voilà. Le récit donne de la nuance qu'on peut difficilement donner en télévision ou en radio. Donc c'est tout ça qui est intéressant. Et puis c'est la découverte d'un monde qui prend une importance énorme dans la vie politique aujourd'hui, qui est celui de la justice. Et voilà, de magistrats qui, c'est assez nouveau, en tout cas sur la longue durée, doivent se prononcer avec des décisions qui ont des conséquences politiques énormes. Je reviens parce que ça fait partie des questions qu'on nous pose beaucoup et vous savez que les auditeurs sont les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio et comprennent pas pourquoi finalement là cette fois-ci entre guillemets, je le dis tel que je l'entends, on s'en prend au RN alors que les mêmes faits entre guillemets sont reprochés au MoDem et à la France Insoumise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et mettre tout cela en perspective parce que c'est à la fois les mêmes faits et en même temps pas tout à fait les mêmes faits? Les magistrats considèrent, après on peut ne pas être d'accord, mais que il s'agit d'une autre ampleur s'agissant du FN. C'est-à-dire que on parle de système, on parle vraiment de quelque chose qui a été systématisé, c'est-à-dire que chaque eurodéputé du FN était mis au courant de l'existence de ce tour de passe-passe qui, on lui disait, tu vas avoir des assistants parlementaires, ils vont pas forcément bosser pour tes dossiers du Parlement européen.
Alors que dans le cas, mais encore une fois, c'est l'appréciation des juges, dans le cas du MoDem et de la France Insoumise, c'était de moindre ampleur. C'était similaire, mais c'était de moindre ampleur. Et alors, l'autre question on peut se poser, c'est de savoir pourquoi finalement ces trois affaires n'ont pas le même calendrier judiciaire. Je ne sais pas si ça fait partie des thèmes que vous abordez dans le hors-série. L'affaire MoDem a été jugée, j'ai envie de dire de façon assez rapide, et en tous les cas, elle n'est pas venue télescoper un agenda politique, et c'est tant mieux parce que c'est pas souhaitable pour le débat démocratique que évidemment la justice continue de prospérer à un moment où on a envie de penser politique et uniquement politique. Donc le MoDem a été condamné, mais pas François Bayrou. Et un certain nombre d'assistants ont été, et un certain nombre de politiques ont été mis en cause. Pour le RN, donc, on attend le résultat. Et un mot pour la France Insoumise, ça vient d'être... la procédure est instruite. On en est juste au stade de l'instruction. On est au stade de l'instruction. Alors, certains disent qu'on s'achemine vers une relaxe. Je ne vais pas me prononcer à ce stade. Mais c'est vrai que vous avez raison de le dire, il y a un décalage des calendriers. Et je pense qu'on peut vraiment se dégager de ses opinions politiques et souhaiter que ça ne vienne pas interférer avec le scrutin présidentiel. Alors pour le RN, c'est déjà râpé, puisque il va y avoir une ingérence majeure. Voilà, on peut espérer que pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y ait pas une décision à 6 mois du premier tour qui l'empêche de se présenter. Voilà, ce serait un énorme coup de théâtre, mais a priori, on n'en prend pas le chemin. En tous les cas, on poursuit la discussion avec vous, Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et on parle évidemment de l'affaire Le Pen, des assistants parlementaires du FN. Pourquoi ? Eh bien parce que l'un de vos journalistes, Laurent Valdiguier, a suivi l'intégralité du procès, et vous apportez donc un certain nombre d'éléments essentiels qui nous permettent de bien apprécier dans cette attente. On est dans l'attente. Il est 9h45. On aura la réponse entre 13h et 14h. Normalement, officiellement, c'est 13h30. Mais on sait qu'il y a l'énoncé du verdict qui prend un certain nombre de temps. On poursuit la discussion dans La Vérité en face. Il est 9h45. On se retrouve dans quelques secondes sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jacques Cardoz. 9h47 sur Sud Radio, et on vous donne les informations telles qu'elles tombent. Alors je viens d'apprendre qu'une explosion a été s'est ressentie à Damas, en Syrie, où Emmanuel Macron est en visite. C'est évidemment une information majeure. Emmanuel Macron qui est accompagné de plusieurs dirigeants d'entreprises, dont le patron de Total ou encore le patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé. L'explosion a été entendue ce matin à Damas par plusieurs journalistes de l'AFP, au moment où le président effectuait la première visite d'un dirigeant français et d'une puissance occidentale en Syrie depuis l'arrivée au pouvoir de cette coalition islamiste. Des témoins ont vu de la fumée s'élever d'un secteur qui est proche de l'hôtel où le président réside et où le président a passé la nuit dans le centre de Damas, donc. Et ensuite, il a pu quitter ce lieu pour une série d'entretiens qui sont prévus à l'agenda du président de la République. Voilà, je voulais vous donner l'information à 9h48 ce matin sur Sud Radio, mais a priori pas de conséquences directes sur la délégation du président de la République, même si évidemment tout cela reste à confirmer. L'information de la journée, vous le savez, entre 13h et 14h, on connaîtra le sort judiciaire de Marine Le Pen. Alors j'ai envie de dire définitivement, on est avec Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, parce que l'hebdomadaire Marianne sort ce jeudi un double numéro, un numéro classique et un hors-série consacré à toute l'affaire. Donc pour ceux que ça intéresse et pour savoir quel est l'enjeu, le contexte, il y a tous les détails sur cette affaire des assistants parlementaires du Front National. On va évoquer avec vous maintenant, Adrien, les conséquences politiques, parce qu'il y en a. D'abord, il y a trois scénarios, il y a trois possibilités. Alors, on va les égrener les uns après les autres. Premier scénario, alors là, pour le coup, ce serait le vrai coup de théâtre, ce serait la relaxe. Franchement, là-dessus, personne s'y attend. On est d'accord. On va être honnête, personne n'y croit. Personne n'y croit. Pourquoi ? Parce que la condamnation en première instance. Voilà, et puis même le déroulement du procès, le procès en appel, s'est déroulé globalement de la même manière que le procès en première instance. Donc on voit pas trop ce qui. Ouais. Et le contenu, voilà, de cette. Les faits sont là. Et les faits sont là. Et le double verrou, c'est-à-dire à la fois l'inéligibilité et en même temps la peine ferme qui est prononcée, même si elle se traduit en bracelet électronique. Deuxième hypothèse, c'est une hypothèse qui pourrait permettre à Marine Le Pen de se présenter. De quoi s'agirait-il ? En réalité, c'est ce qu'espèrent les partisans de Marine Le Pen au sein du RN. C'est qu'elle soit condamnée à une peine d'inéligibilité, mais qui lui permette de se présenter, parce qu'elle l'expirerait avant le premier tour.
Et donc la borne est à 2 ans. Donc si elle écope de 2 ans ou moins d'inéligibilité, elle devrait pouvoir se présenter à la présidentielle, mais il y a une autre condition, qui est qu'il ne faut pas qu'elle écope d'une peine de prison ferme qui l'oblige à porter un bracelet électronique et à dépendre du juge pour sa campagne. Ça, elle a déjà écarté l'option. Elle a dit, si je porte un bracelet électronique pendant la campagne, je ne pourrai pas être candidate. Ouais. Et on précise qu'il peut y avoir une peine, techniquement, je parle techniquement, juridiquement, il peut y avoir une peine d'inéligibilité de 2 ans, par exemple, et une peine de prison ferme de 18 mois. Ou 14 mois, j'en sais rien, ou 12 mois. Celle-ci, compte tenu de la première instance, compte tenu du jugement après en première instance, elle a déjà purgé une partie de cette peine, puisque là, c'est l'exécution provisoire. C'est l'exécution provisoire. Paradoxalement, l'exécution provisoire qui était au cœur des polémiques en première instance lui a permis de purger une partie de la peine d'inéligibilité. Donc, elle pourrait se présenter si c'est 2 ans ou moins. Voilà, donc on sait avec 2 ans ou moins, même si ce serait compliqué, qu'elle pourrait se présenter. Vous pensez qu'on est sur ce scénario-là ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qu'il vous dit, Laurent Valdiguier ? Parce que lui, il a suivi dans les moindres détails ce procès. Et, alors on sait que, en principe, il n'y a pas de fuite. Normalement, il n'y a pas de fuite. Il y a eu cette information qu'a relaté le Canard enchaîné il y a une dizaine de jours sur le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui croyait savoir qu'on était plutôt autour de ce scénario 2. Alors Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il en dit, Laurent Valdiguier ? Il est très prudent. Je pense qu'il a raison de l'être. D'ailleurs, Marine Le Pen disait un peu la même chose sur LCI la semaine dernière, qui disait tous ceux qui pensent qu'ils savent, ils ne savent pas. Parce qu'en réalité, pour une décision d'une telle importance, les 3 juges le savent. 3 magistrates. Voilà, 3 magistrates. Je pense que personne d'autre ne le sait. Alors c'est assez amusant d'ailleurs parce que on a un peu oscillé. C'est-à-dire que effectivement, par l'entremise de Gérald Darmanin, tout le monde était à peu près persuadé il y a 2 semaines que les juges allaient laisser Marine Le Pen se présenter. Et ce matin, je dirais que, y compris au sein du RN, la tendance est plutôt au pessimisme. On pense plutôt que ce sera Jordan Bardella le candidat, puisque les juges, a priori, ne laisseraient pas Marine Le Pen se présenter. Mais encore une fois, moi je laisse toutes les options ouvertes, parce que franchement, tous ceux qui vous disent qu'ils savent, ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Et il faut donner une autre information qui est importante, c'est que, à tous ceux qui nous écoutent, c'est que techniquement, les magistrats, en l'occurrence des magistrates, rédigent leur texte dans les jours qui précèdent, et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des fuites, puisque le parquet, ce qu'on appelle le procureur général, etc., c'est-à-dire que les informations qu'il a quittent le siège et quittent l'instruction, elles peuvent évidemment... Il y a 2 semaines, personne ne savait rien, en gros. Par le jeu des fuites dans les palais de justice, on peut imaginer que certains élus... En réalité, soyons clairs, personne ne sait. Personne ne sait, personne ne saura. Et troisième hypothèse. Peut-être la plus probable, du coup. Alors là, c'est carrément... elle ne peut pas y aller, elle est empêchée, soit par une peine d'inéligibilité, soit par une peine de prison ferme. Et dans ce cas-là, le RN a déjà trouvé le plan B, qui est une désignation de Jordan Bardella comme candidat du RN à la présidentielle. Alors il faut bien le dire, cette troisième hypothèse, pourquoi elle est la plus probable ? Parce que c'est rare quand même, sur des affaires politico-judiciaires comme celle-là, qu'en appel, on contredise ce qui a été dit en première instance, même si, lors de la première instance, tout le monde était à peu près clair sur le fait que les réquisitions étaient sévères. Les réquisitions étaient sévères, le jugement a été sévère, les réquisitions en appel ont été sévères aussi. Donc, est-ce qu'on va faire un 4 sur 4 avec maintenant un jugement sévère ? En réalité, l'espoir pour Marine Le Pen, c'est plus un espoir de nature politique que judiciaire. C'est-à-dire que, et je pense que c'est l'enjeu absolument central de ce procès qui dépasse en fait de loin la personnalité de Marine Le Pen et celle de Jordan Bardella, c'est est-ce que les juges vont créer quelque part un précédent en s'ingérant de manière aussi directe et de manière aussi forte dans le processus électoral. C'est intéressant ce que vous dites. C'est vraiment le sujet central. Mais oui, parce que beaucoup disent finalement que, à l'inverse, les magistrats pourraient imaginer que, ne voulant pas se voir reprocher de jouer un rôle dans la campagne, ils s'en tiendraient aux 2 ans d'inéligibilité. Oui, parce que en réalité, c'est un débat central. Il y a un équilibre dans la démocratie entre la souveraineté populaire, donc le choix du peuple, et ce qu'on appelle l'état de droit. Et depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus d'état de droit et de moins en moins de souveraineté populaire. Et de plus en plus une tendance des juges à s'impliquer un petit peu sans complexe dans la vie politique. Avec le paradoxe que parfois ça a été souhaité par les gens, et notamment par les politiques. Les politiques ont été les premiers il y a 10 ans à demander des peines quasiment automatiques d'inéligibilité.
Là, sur l'exécution provisoire, à laquelle vous faisiez référence, exactement. Marine Le Pen elle-même avait plaidé pour cette décision. Le coup, vraiment, c'est le retour de bâton. Exactement. Maintenant, la question, elle est quand même assez centrale, qui est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, il y a 3 juges dans un bureau qui pourraient décider que la candidate qui est la mieux placée dans les sondages, qui est a priori partie pour se qualifier pour le second tour, voire pour gagner, eux pourraient l'empêcher. Et on ne parle pas d'une affaire criminelle, on parle d'une affaire, alors certes, qui a une certaine gravité, détournement de fonds, mais on n'est pas à l'époque de la Troisième République où on pouvait être rendu inéligible parce qu'on avait commis un crime. Voilà, c'est toute la question, c'est une question qui est autant politique que judiciaire. On verra dans quelle mesure les juges apprécie ça, et je pense que c'est un tournant sans doute de l'histoire de la 5e. Ouais, et c'est à lire donc dans Marianne qui sort jeudi matin. Merci Adrien Matou d'être venu nous voir pour nous donner le dessous des cartes, parce qu'on sait que votre journal a suivi avec la plus grande attention ce procès en première instance. C'est l'ami Maxime Liédot qui a fait son entrée dans le studio de Sud Radio. Bonjour Maxime. Bonjour Jacques, bonjour à toutes, bonjour à tous. De quoi allez-nous vous parler? C'est marrant, j'ai une petite idée aujourd'hui. Ah bah oui, en effet, l'actualité avec cette question forcément que vous venez d'aborder lors de votre discussion. Est-ce que les juges peuvent prendre une bonne décision dans l'histoire de ce procès Le Pen? Parce que c'est en réalité la question qui est dans toutes les têtes à quelques heures seulement du rendu de cette décision. On attend évidemment vos commentaires au 0826 300 300. Alors que 730 000 élèves attendent les résultats du bac, on va s'interroger, est-ce qu'on a affaire à une génération d'illettrés? Parce que rappelez-vous, il y a le ministre de l'Éducation nationale qui avait tapé du poing sur la table, qui avait dit « Ouh là là, il y a trop de copies avec trop de fautes, donc moi je vais envoyer des consignes. » Pas de chance, il n'y a rien qui a été passé. Il y a déjà des inspecteurs qui disent que eux n'en ont pas vraiment tenu compte dans leurs copies. Donc on se posera la question. Et à partir de midi, on ouvrira bien sûr encore plus la radio aux auditeurs, comme chaque midi désormais dans cette formule 0826 300 300. Quand on voit ce qui se passe avec l'affaire Le Pen, quand on voit ce qui se passe avec Liana, quand on voit aussi la conférence de presse assez étonnante quand même hier dans l'affaire Cédric Jubilard, est-ce qu'on assiste à une justice spectacle? On aura ce débat avec nos éditorialistes, nos débatteurs bien sûr, et vous, amis auditeurs, au 0826 300 300. Bref, vous m'avez compris, programme chargé entre 10h et 13h sur Sud Radio. Menu intéressant avec Maxime Liédot à suivre, 10h 13h dans un instant sur Sud Radio. Merci de nous avoir écoutés ce matin à travers le grand matin de 7h à 10h. Je vous retrouve demain. Merci à John et Manu qui étaient aux manettes. Passez une excellente journée. Il est 9h57 sur Sud Radio. L'info se poursuit dans un instant donc avec Maxime Liédot.